C'est bon, parfait. Alors on va démarrer. Il est 35 bientôt. Donc bonjour à toutes et tous qui venaient d'arriver. On va donc démarrer. Donc comme vous l'avez vu, on a constitué un petit plateau avec tous les intervenants ici. Donc nous, on ne vous voit pas, vous nous voyez, mais on ne vous voit pas. Donc ce qui est un peu voilà, étrange. Mais en tout cas, on vous invite à communiquer via le chat si vous avez des questions. Vos micros, je le rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, sont coupés par défaut. Merci de les garder fermés pendant la première heure de débat. Et on prendra ensuite vos questions pendant la deuxième heure. Donc on est ici réunis pour ce premier webinaire débat, comme on les appelle, qui sont le fruit d'une étude qui a été menée... Pardon, on n'entend pas. C'est normal. Oui. Alors, est-ce que vous m'entendez ? Oui, parfait. Alors là, on dit donc ce sont les aléas du direct. Donc, je recommence. Donc, effectivement, on a constitué une sorte de petit plateau pour réunir l'ensemble des intervenants de ce webinaire aujourd'hui. Donc, je disais, on ne vous voit pas, vous nous voyez. Donc, c'est un peu étrange. Vous nous excusez si parfois, voilà, on se regarde entre nous parce que... Et on ne vous voit pas. En tout cas, vous pouvez interagir avec nous puisque le chat est ouvert. Et donc, on prendra toutes vos questions sur la deuxième partie. La première heure est plutôt une heure de débat. Donc, vos micros sont coupés par défaut. On vous remercie de les laisser aussi éteints pour faciliter les prises de son ici. Donc, comme je le disais, c'est le premier webinaire débat et on les a nommés comme ça dans le cadre de cette étude collective sur les pratiques culturelles en tiers-lieux. Donc, une étude collective qui a été menée donc, à l'initiative par France Tiers-Lieux, qui réunit le ministère de la Culture avec Emma Ladé qui est présente avec nous, qui représente la DGDCR. Donc la direction générale à la démocratie culturelle et à l'enseignement supérieur, qui vient d'être renommée, qui était précédemment la DG de TDC, pour ceux qui connaissent les différentes directions. L'Association nationale des tiers-lieux, qui est membre aussi de France Tiers-Lieux, et dont l'UFISC, une fédération professionnelle des arts et de la culture, qui est membre de l'association, a participé activement au COPIL, donc avec Patricia Koller qui est à mes côtés et qui prendra la parole juste après. Donc c'est une étude collective qui a été menée par Art Factories d'autre part, et Jules Desgouttes, ici présent, sera le troisième de cette parole introductive à vous présenter aussi le cadre de l'étude. Pour rappeler les objectifs, donc l'objet, c'est les pratiques culturelles dans les tiers-lieux et les lieux intermédiaires et indépendants. L'objet, c'était d'aller analyser, observer ces pratiques pour permettre déjà leur meilleure connaissance et leur reconnaissance aussi, puisque dans ces lieux-là, on adresse l'ensemble des enjeux portés par les politiques culturelles aujourd'hui, à savoir des enjeux autour de l'éducation artistique et culturelle, de la démocratie culturelle, de l'expression des droits culturels, des liens entre art et société, ou aussi de nouvelles formes de liens avec la création artistique. Donc toutes ces thématiques-là ont en tout cas été posées au démarrage comme des intentions d'analyse. Donc chaque webinaire traitera de chacun de ces sujets. Alors, on a été obligé de faire un webinaire, un thème, même si, évidemment, comme vous le savez, dans les tiers-lieux et les lieux intermédiaires et indépendants, c'est très compliqué de cloisonner. Donc, on traitera de l'ensemble de ces problématiques dans chacun des webinaires. Et on partira à chaque fois effectivement d'un terrain parce que rien de mieux que aussi la réalité, être en prise directe avec ce qui se passe dans ces lieux-là pour décadrer et mieux analyser ces pratiques. Je te laisse la parole, Patricia, aussi pour quelques mots d'introduction. Pour compléter ce que tu dis, Yolène, en effet, ce qui nous a semblé important, c'est de montrer à quel point la réalité de ces lieux intermédiaires et indépendants, ces tiers-lieux culturels, est diverse, singulière, multiple. Et en ce sens-là, on est parti du fait notamment du recensement fait par France Tiers-Lieux en 2023 qui montre que 31% des tiers-lieux sont des tiers-lieux culturels, d'où l'importance de considérer et de prendre en compte aujourd'hui ces pratiques culturelles dans les tiers-lieux.
Et donc, on a souhaité en effet mener cette étude de façon collective, comme tu le soulignais, Yolène, avec cette interaction entre le ministère de la Culture, France Tiers-Lieux et l'Association nationale des tiers-lieux, afin de proposer une démarche qui soit outillante et qui soit vraiment un processus un peu participatif qui donne à, en effet, nourrir aussi les tiers-lieux, puisqu'il nous semble important de pouvoir nourrir les coopérations dans cet écosystème et donc nourrir les lieux des différentes pratiques dont on va avoir le témoignage sur ces différents webinaires. Et au-delà, réfléchir aussi à l'évolution des politiques publiques dans le contexte, en particulier les politiques culturelles, mais on le verra dans les différents webinaires, pas seulement les politiques culturelles, et également renforcer le dialogue entre les lieux et les collectivités publiques. Et vous verrez que sur les différents webinaires, nous aurons ces témoignages à la fois d'acteurs, de chercheurs, mais aussi de collectivités territoriales ou du ministère de la Culture pour donner à voir cette interaction et cette co-construction qui se réalise. Et bien ensuite, Jules va justement nous détailler comment aussi cette coopération et cette collégialité s'est mise en œuvre dans la réalisation même de cette étude. Voilà. Merci, Yolène. Oui, donc c'est une étude qui a suivi une démarche d'enquête collective, qui s'intègre dans une manière de faire plus générale qui est propre à nos histoires, à nos pratiques quand même. C'est cette récurrence de démarches de recherche-action, cette logique de pratique apprenante dans laquelle on a des formes de l'expérience qui embarquent une réflexivité avec elle. Et on a essayé de préserver cette manière de faire dans la conception de l'étude et de sa méthode. Et notamment en associant largement autour des terrains qu'on a identifiés, sur lesquels on a été chercher des exemples, en associant les réseaux concernés, impliqués, et en repartant des travaux de recherche, des études, des observations qu'ils avaient pu déjà faire sur ces terrains-là, de manière à permettre à la fois des exemples, mais aussi ces exemples, comme des portraits, de leur donner un paysage, et de situer donc des portraits dans un paysage qui permettent de faire un point de situation de nos lieux, de nos pratiques. Et puis peut-être un élément de cadrage plus, pas sur la méthode, mais sur les contenus, qui me paraît important à mentionner. Vous avez noté, c'est la formulation pratique culturelle en tiers-lieu, qui marque un petit écart avec la notion de tiers-lieu culturel, qu'on a vu fleurir dans un certain nombre de travaux scientifiques ces dernières années. Ça nous paraît important, y compris de ne pas spécifier cette notion de tiers-lieu culturel comme une catégorie à part dans un ensemble tiers-lieu, mais plutôt de réinscrire ce qu'on appelle aujourd'hui les tiers-lieux dans une histoire des pratiques spatiales, dans lequel la culture, l'approche culturelle, et notamment ce qui va être un peu l'objet aujourd'hui, les enjeux d'éducation artistique dans une perspective de transformation sociale, l'éducation artistique entendue comme un enjeu général, de politique générale, sont centraux. Voilà. Donc, remise en place d'une histoire de ces pratiques et remise en place de la question de la culture et du projet de transformation par l'action culturelle que portent ces acteurs dans l'histoire de ces pratiques. Très bien. Ah oui, je voulais quand même remercier en passant les réseaux régionaux impliqués, du coup actifs, La Rosée, Alice, Tiers-Lieux, Bourgogne-Franche-Comté, qui seront à l'animation des webinaires. Ici, en l'espèce, ce sera actif pour aujourd'hui. Et puis, remercier aussi le conseil scientifique de Autre part, dont j'ai bénéficié dans la conduite de l'étude, Anne-Christine Micheux d'une part et Philippe Henry de l'autre, qu'ils soient remerciés. Voilà. Et puis, ah oui, peut-être une dernière chose quand même à dire. On s'inscrit aussi dans la perspective de la coordination nationale des lieux intermédiaires et de son partenariat avec l'Association nationale des tiers-lieux. Et il est important de mentionner à ce titre le 5e Forum national des lieux intermédiaires qui se tiendra à Lille les 3, 4 et 5 avril 2026 à Métallu HAUT. Venez. Invitation faite. Donc c'est effectivement des webinaires qui sont assez longs. 2 heures sont à l'agenda. Une première heure qui est un temps de débat, partage, mise en perspective, effectivement avec acteurs de terrain, chercheurs, collectivités territoriales
invités, et une deuxième heure qui va être le temps des questions-réponses avec vous. Donc on veut effectivement que ce format soit participatif. Donc n'hésitez pas effectivement à poser même vos questions pendant la première heure, parce qu'on les prendra pour les adresser pendant la deuxième heure. Et je vais donc laisser la parole à Fanette Bonnet et Mathilde Roussel du réseau Actif qui vont animer ce premier webinaire sur les enjeux d'éducation artistique et culturelle. Merci à vous quatre. Et du coup, il y a un petit changement de chaise musicale pour accueillir nos intervenants, qui sont donc à la fois des lieux et aussi des chercheurs, représentants de collectivités, de réseaux. Donc il y a Myrtille Saint-Martin pour les poussières, Cécile Aufroy, chercheuse associée au Pôle Ressources Nationales Culture et ESS, Joséphine Dresler, coordinatrice territoriale pour Pocomon, et François Arlandis, chef de pôle culture et tiers-lieux à la métropole du Grand Paris. Et donc, pour introduire un peu le sujet de ce webinaire, c'est Fanette Bonnet qui va nous expliquer un petit peu la thématique spécifique de créer, apprendre et transmettre de l'éducation à la coopération artistique et culturelle. Merci Mathilde. Bonjour tout le monde. Alors, je vais commencer juste très rapidement pour présenter quand même en 2 mots le réseau Actif, qui est donc un réseau régional en Île-de-France de lieux intermédiaires et indépendants, qui est né en 1996 et qui rassemble aujourd'hui 37 lieux. C'est un réseau solidaire, enfin de solidarité entre ces lieux et une plateforme d'échange et de mutualisation, voilà, et qui fait partie aussi qui travaille aussi beaucoup en interréseau et notamment est membre de l'UFISC. Alors, on voulait prendre quelques minutes pour introduire le sujet et cerner un peu les enjeux de ce webinaire, voir un peu les questions auxquelles on propose de répondre au cours des interventions et aussi des échanges avec voilà, la salle, les participants en ligne. Parce que oui, l'idée quand même du webinaire, ça a été un peu dit de ces webinaires, c'est aussi du coup d'alimenter sous forme participative l'étude qui est en cours à partir des pratiques et des politiques publiques et en croisant un peu les regards et en essayant d'ouvrir des perspectives sur ces différents sujets. Donc la thématique aujourd'hui, c'est créer, apprendre, transmettre de l'éducation à la coopération artistique et culturelle. Donc titre dans lequel on a quand même beaucoup de choses et du coup, bon, vous dire qu'on voit en fait dans ce titre que le parti pris ici, c'est de dire que l'éducation artistique et culturelle dans les lieux intermédiaires et les tiers-lieux, elle n'est pas envisagée comme un champ à part et qui serait séparé de la création, la transmission et des dynamiques territoriales, mais qu'elle est plutôt envisagée de manière intriquée et tout se passe un peu dans un même mouvement. Alors effectivement, l'éducation artistique et culturelle, c'est une politique publique interministérielle entre culture, éducation, politique de la ville, dont l'objectif est l'accès à l'art pour toutes et tous. Et derrière, et notamment avec la réforme de 2017 et les enjeux les objectifs de généralisation de cette EAC, et notamment dans le cadre scolaire, il y a aussi une ambition de coopération entre une diversité d'acteurs pour arriver à cette généralisation. Donc nous, ici, on va partir de ce qui se passe sur le terrain, comme c'est la démarche de cette étude. Et ce qu'on observe sur le terrain, c'est que finalement, l'éducation artistique et culturelle, elle est au cœur des démarches des lieux. Et elle déborde le cadre scolaire ou le cadre institutionnel. En général, on parle l'éducation artistique et culturelle, le terme c'est aussi généralisé, mais on parle initialement plutôt de action artistique et culturelle dans cette démarche globale, voilà, qui est à l'origine, on va dire, à l'origine des démarches et des projets.
Cette action artistique et culturelle, elle prend des formes diverses et elle s'adresse à un public varié. Et, et dans ces démarches, donc voilà, on a à peu près, enfin là, ce qu'on va essayer de voir ensemble, c'est que, donc ça a déjà été dit, créer, apprendre et transmettre, ça se fait dans un même mouvement au sein de processus partagés. Et que par ailleurs, il y a des enjeux forts de dynamique territoriale, et que ce sont donc des démarches qui sont aussi profondément territoriales et qui ont vocation, on va dire, à avoir un sens culturel, social dans la fabrique des territoires. Une fois qu'on a dit ça, les questions qui nous traversent et auxquelles on va essayer donc de répondre aujourd'hui tous ensemble, c'est quels sont les modes d'action qui caractérisent les tiers-lieux et les lieux intermédiaires en matière de AC. Comment ces modes d'action sont compris, reconnus, accompagnés par les collectivités et l'État. Et quel type de coopération et d'agencement de politiques publiques sont nécessaires pour permettre à ces démarches de se développer. Je perds mes feuilles. Voilà, je laisse la parole à Mathilde. Merci. Et du coup, simplement pour vous expliquer le déroulé de cette première heure, on va passer du coup du concret avec 4 étapes différentes. D'abord, on interrogera le projet artistique, culturel et aussi d'éducation artistique et culturelle des Poussières, plus particulièrement avec l'exemple du projet Eau les Olives, qui nous donnerait une illustration très concrète de cette mise en œuvre sur le territoire. Ensuite, on aura un peu un dialogue entre aussi Cécile Offroy et Joséphine Dresler sur la question de la coopération territoriale. Notamment avec l'exemple de Pokémon et d'une étude spécifique. Et dans un troisième temps, on interrogera plutôt les collectivités territoriales et savoir comment cette spécificité de l'action culturelle dans les tiers-lieux culturels, dans les lieux intermédiaires et indépendants, est prise en compte dans les politiques publiques. Qu'est-ce que ça motive? Comment est-ce qu'on peut voir un soutien? Et donc, notamment avec l'exemple de la métropole du Grand Paris, avec François Arlandis. Et puis, à distance, il y a aussi Clément Lo In Tong pour Pleine Commune, qui est chef de projet fabrique et quartier culturel et qui donc interviendra dans cette troisième partie. Et pour finir, ensuite, après toutes ces interventions, il y aura donc cet échange avec la salle, donc n'hésitez pas à poser des questions aussi directement depuis le chat et qui ensuite seront retransmises à nos différents intervenants. Donc, pour débuter, on va écouter Myrtille Saint-Martin qui va nous parler du projet en général des Poussières et plus spécifiquement de Eau les Olives. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisatrices d'avoir choisi les Poussières comme projet d'étude sur les pratiques culturelles en tiers-lieux et notamment sur la thématique de l'éducation artistique et culturelle. Donc, je suis Myrtille Saint-Martin, administratrice des Poussières depuis 10 ans. Je vais déjà faire un petit historique des Poussières, assez bref, mais ça permet aussi de comprendre où on en est aujourd'hui et qu'est-ce qu'on mène. Voilà. Donc, les Poussières, c'est une association loi 1901 qui a été créée en 2003 par un groupe d'étudiants et qui a passé, qui est arrivé à Aubervilliers en 2006. Donc, cette année, on va fêter les 20 ans à Aubervilliers. On a d'abord occupé un ancien théâtre des années 30 dans le centre d'Aubervilliers. Et ça a permis à l'équipe de mener tout doucement les projets et justement de faire un lien avec le territoire, avec les habitants, avec les participants et les partenaires. Depuis 4 ans, à l'invitation de la ville d'Aubervilliers, on occupe l'ancienne médecine du travail de la ville et ancien centre de dépistage du département, qu'on réhabilite en lieu de culture et de rencontre au sens vraiment large. Pour ça, on a eu vraiment tous les partenaires autour de la table pour nous permettre de réaliser des travaux. Donc voilà, on a justement la métropole du Grand Paris, Pleine Commune, mais aussi la région, l'État à travers le fonds Friche.
et tout un d'autres acteurs qui nous permettent aujourd'hui de mettre en œuvre des travaux importants pour transformer cet ancien lieu de santé en lieu de culture et mener à bien les projets. C'est un bail locatif de 26 ans qu'on a signé avec la ville, qui est propriétaire du bâtiment. Et c'est pas rien. Enfin, c'est important de le noter parce que dans l'histoire de nos lieux, voilà, c'est souvent des temps courts qui nous permettent pas justement de pousser vraiment tous les projets et toutes les actions qu'on mène. Donc là, on a de réelles perspectives, sur aussi bien les travaux et sur la mise en place de projets. Donc depuis notre arrivée, on a décidé justement d'alterner phase de travaux et phase d'accueil du public. D'une part parce que vous allez le voir dans l'ADN des poussières, enfin en tout cas l'ADN des poussières, c'est vraiment le lien avec les habitants, les artistes, les partenaires. Et donc on ne pouvait pas arrêter pendant 5 ans le temps de recherche, de financement et de travaux ce lien et justement toute notre activité. C'est aussi parce que c'est lié à un modèle économique qui repose sur beaucoup d'appels à projets. Et donc, pour faire des projets, il faut, pour pouvoir exister, il faut déposer des appels à projets et les réaliser. Donc voilà, c'est ces deux choses qui font qu'on a décidé d'alterner ces temps-là. À savoir que quand même sur le modèle économique, on est à moitié-moitié entre les subventions publiques et des fonds propres, notamment grâce à de la prestation de services qui est rendue possible, entre autres avec le projet des lanternes que je vais évoquer ensuite, qui est vraiment un outil justement de lien social et qui est souvent demandé par d'autres collectivités ou d'autres équipements culturels ailleurs en France ou à l'étranger et qu'on mène. Donc les Poussières, c'est une association, mais c'est aussi un collectif qui est un peu un hybride entre salariés des Poussières et artistes associés, puisque contrairement à d'autres lieux, on n'a pas d'artistes permanents, en tout cas résidents permanents. Puisque c'est un lieu qui fait 450 mètres carrés, donc qui est à notre échelle, à l'échelle humaine, mais qui ne permet pas d'avoir des grands espaces sur du long terme. C'est plutôt des espaces temporaires à disposition des artistes. Donc, on mène des projets artistiques, culturels, éducatifs et sociaux. Et on le fait aussi bien dans nos murs, aux Poussières, mais aussi beaucoup dans l'espace public, et notamment en pied d'immeuble. C'est une façon aussi d'être à la rencontre des habitants et d'être au plus proche en fait, des lieux de vie. C'est une première approche aussi, un premier point de rencontre qui permet, dans ces temps-là, ensuite d'apprendre à se connaître et de faire en sorte que les habitants puissent ensuite venir dans nos lieux. C'est souvent co-construit avec les habitants, artistes et partenaires, et c'est parfois la même personne, artiste et habitant et partenaire. Voilà, et donc c'est vraiment ouvert à toutes et tous. Enfin, il y a vraiment l'idée que ce soit vraiment ouvert à tous. Donc notre tiers-lieu, c'est justement l'outil de mise en œuvre de nos projets. Il nous permet aussi bien de faire une programmation artistique éclectique. Ça va du théâtre, concerts, performances, mais aussi des grands banquets, voilà, et des temps de rencontre qui sont très importants entre artistes et habitants, entre artistes et amateurs, entre artistes eux-mêmes. Enfin, voilà, c'est vraiment un espace de rencontre et d'échange. Et c'est aussi l'occasion de programmer des tables rondes, des conférences. Voilà. Et c'est évidemment un temps de création à travers des ateliers, des stages, des formations professionnelles, notamment avec Pokémon, et des lieux de création et de mise à disposition pour des artistes en résidence, justement. Nous, sur 4 domaines qui sont les arts visuels, le spectacle vivant, pluridisciplinaire, et aussi des résidences de chefs, donc sur la partie gastronomie et alimentation, puisqu'on a décidé d'investir dans une cuisine professionnelle, et on se rend compte qu'il y a une demande aussi importante à ce niveau-là. Donc l'idée, c'est de ne pas être une structure avec une programmation artistique ficelée sur des saisons régulières, mais vraiment de nous proposer quelques temps de programmation artistique qui sont d'ailleurs co-construits avec les habitants. C'est-à-dire que, par exemple, sur le projet des lanternes, qui est un projet qui consiste à réaliser des ateliers de création de lanternes en osier et en papier,
Il y a une thématique à chaque édition qui ensuite découle à une programmation artistique assez variée. Et toute cette programmation artistique, cette thématique, le choix du parcours, puisque ça donne lieu à une grande déambulation dans l'espace public à la fin, elle est co-construite avec les habitants. Ce n'est pas nous, équipes, salariés ou membres du CA, seuls qui allons choisir tout ça, mais bien d'ouvrir et de faire en sorte d'avoir des temps de réflexion en commun pour décider de tout ça ensemble. Donc voilà, c'est l'idée aussi de faire en sorte que les habitants et les artistes et partenaires puissent co-programmer avec nous, qu'ils puissent aussi investir dans le bâtiment lui-même, puisque à travers des ateliers de pratiques artistiques, il y a la réalisation de luminaires, par exemple, du restaurant, enfin, en tout cas que ce soit aussi le lieu de tout le monde, enfin, à tout niveau. Et donc nos actions sont fondées sur une connaissance approfondie du territoire, parce qu'on est à 90%, que ce soit l'équipe salariée ou les membres du CA, habitants vraiment de la ville ou des villes limitrophes, ce qui fait qu'on participe à la vie locale et qu'on participe aussi tout le lien avec les partenaires, et ça permet aussi de faire des synergies et de la coopération. Voilà. Donc l'EAC, c'est... Enfin, en tout cas, l'éducation artistique et culturelle, c'est quelque chose qui est vraiment au cœur des poussières. Notamment, on développe un axe jeunesse assez important, et depuis quelques années, et depuis qu'on est dans ce bâtiment-là, que ce soit des actions qu'on propose dans les établissements publics, que ça aille de l'école jusqu'au lycée, mais aussi beaucoup de choses qu'on fait donc en espace public ou aux poussières. Voilà, il y a une pluralité de propositions. Et pour ça, on est parti d'un questionnaire qu'on a rédigé, imaginé, qu'on a fait passer dans les collèges et lycées d'Aubervilliers auprès de 300 jeunes, pour un peu les interroger sur leur pratique justement artistique, et même sur leur temps libre, puisqu'encore une fois, l'idée, c'était vraiment d'être à l'écoute de leurs envies et besoins. Et ça a donné lieu, par exemple, à une analyse qui faisait apparaître que les jeunes avaient envie de faire des ateliers de cuisine, ou en tout cas de faire des choses autour de la création audiovisuelle ou des mobilités à l'étranger. Donc ça nous a nourris pour pouvoir ensuite imaginer la suite. Et là, prochainement, on va ouvrir des créneaux hebdomadaires aux jeunes tous les vendredis après-midi, avec l'idée qu'ils puissent avoir liberté de faire un peu ce qu'ils veulent, donc aussi bien se poser, prendre un livre et être tranquille, aussi bien décider ensemble de participer justement à la programmation artistique des poussières, et donc de proposer une soirée thématique ou enfin voilà. Donc il y a vraiment cette idée d'ouvrir et de travailler beaucoup avec les partenaires aussi du domaine éducatif ou jeunesse. Donc c'est des liens qu'on fait régulièrement, et on travaille beaucoup avec le PRE, qui est le parcours réussite éducative d'Aubervilliers, avec un projet comme Mifig Mifchou, où pareil, on est parti d'un questionnaire proposé aux habitants sur le lien avec la gastronomie, les saveurs, et qu'est-ce qu'ils pourraient imaginer comme spécialité culinaire pour la ville. Voilà, c'est parti un peu de cette idée-là. Et on a analysé le questionnaire, et c'est un groupe d'adolescents, de jeunes, encadrés par des chefs et des designeuses culinaires, qui ont petit à petit, à travers des stages réalisés pendant les vacances scolaires, imaginé la spécialité culinaire de la ville. Donc, disons qu'on donne un cadre assez large, assez simple, et ensuite c'est eux qui, en lien avec des artistes, des chefs, imaginent la suite et font vraiment le déroulé du projet jusqu'à en choisir le titre. Il y a eu la création d'un baby-foot dans le cadre d'un projet qui s'appelait Hors-jeu, où ils ont re-questionné les règles du jeu avec une association, où ils ont, avec des designers, imaginé vraiment la forme du baby-foot. Ils ont fait la découpe métal, la découpe bois, et ils ont choisi les couleurs. Enfin voilà, c'est vraiment de laisser place et permettre et mettre en avant leur capacité à réaliser, créer, à agir, à choisir, avec tout le temps un temps où, une fois que l'objet ou la forme est créée, il y a un temps un peu restitutif, ou en tout cas un temps de valorisation,
Et pour le coup, par exemple, le baby-foot passait dans tous les quartiers de la ville pour un tournoi. Et c'est une façon aussi pour eux de devenir un peu médiateurs, médiatrices de ce qu'ils ont créé et de défendre un petit peu leur choix, pourquoi ils ont choisi cette couleur, ce titre. Enfin, voilà. Donc il y a un peu à chaque fois, nous, 4 stades, je dirais, dans ces temps de AC au sens large, que ce soit des actions qu'on fait dans les établissements ou chez nous ou en espace public. C'est vraiment un temps de rencontre avec les artistes, sans que ce soit descendant, c'est-à-dire que c'est vraiment une rencontre, un échange. Des temps aussi de découverte, c'est-à-dire des visites de musées, d'expos, mais aussi d'ateliers, d'artistes, d'artisans du territoire, des temps de création évidemment en commun et des temps de valorisation. Donc voilà, pour le projet Eau des Olives, c'est un petit peu encore particulier. Là, ça parle vraiment de la coopération. C'est un habitant qui est venu faire un atelier lanterne avec ses enfants et qui a bien vu comment on fonctionnait et qu'est-ce qu'on proposait, et qui lui avait fait de son côté le constat de la présence importante d'oliviers en Seine-Saint-Denis et d'oliviers avec olive. Donc il est venu nous rencontrer et a souhaité qu'on mène le projet ensemble. C'était il y a 1 an maintenant, et c'était un moment où déjà on avait plus ou moins programmé, imaginé un peu l'année au niveau de la programmation artistique. Mais ça répondait vraiment à tout ce qu'on aime aux poussières et tout ce qu'on défend. Donc vraiment une initiative citoyenne et une façon aussi de parler du territoire autrement, avec le prétexte de l'olivier et de l'olive. Donc c'est vraiment Eau des Olives qui a plein de pans possibles et qui va dans différents domaines, aussi bien l'alimentation, l'environnement, l'artistique, le culturel au sens large, avec l'idée de recenser les oliviers présents en Seine-Saint-Denis, d'en réaliser la récolte et de faire la première huile d'olive locale. Donc en 2025, c'est ce qu'on a mené, avec toujours l'idée que ce soit pas seulement les poussières, mais vraiment les habitants et notamment les jeunes, qu'on fasse ça ensemble. Donc voilà, on a recensé plus de 500 oliviers, on a récolté plus de 300 kilos d'olives et on n'est pas loin d'avoir 30 litres d'olives. Voilà, donc avec Romain Catnos, qui est donc l'artiste habitant, qui a les 2 casquettes justement, qui a créé les outils nous permettant de presser les olives de façon assez artisanale. Et c'est un projet qui fait que plus on en parle, plus les portes s'ouvrent et plus on tire un fil et il se passe énormément de choses d'envie. Et c'est une façon aussi de parler du territoire et de ses habitants, parce que l'olivier parle aussi des vagues de migration, avec d'abord des oliviers qui venaient de Portugal, Espagne, et qui maintenant viennent du Maghreb, avec aussi... c'est quelque chose de très fort, et on sent que quand on en parle, les gens ont vraiment envie d'y participer, de s'inscrire. Et il y a eu de la récolte de récits aussi en parallèle, vraiment avec un créateur sonore qui est allé enregistrer les habitants auprès de leur olivier pour essayer de comprendre un peu quelle est la vie de cet olivier, et donc indirectement leur vie et celle donc d'un territoire. Et maintenant, il y a aussi l'idée de créer des liens avec le Maroc, notamment cette année, et l'Algérie. Donc c'est un fil qui se poursuit et qui prend plein de directions différentes, parce qu'il s'agit aussi de travailler avec les collectivités, aussi bien sur la partie environnementale, de se dire maintenant on sait qu'il y a de plus en plus d'oliviers qui sont plantés. Et il y en a déjà énormément qui sont présents, mais avec le réchauffement climatique, c'est un arbre maintenant qui même est choisi pour être planté dans l'espace public. C'est aussi sur la question alimentaire et aussi une façon de voir son territoire autrement, puisque moi, en tant qu'habitante, ayant démarré le projet, maintenant je me rends compte qu'il y a en effet énormément d'oliviers en Seine-Saint-Denis. Donc c'est une façon aussi de regarder son territoire autrement. Et ça va être aussi des temps plus longs qui vont être menés aussi bien dans les établissements scolaires, avec des temps d'ateliers d'écriture, avec des temps
de création, puisque, par exemple, en octobre dernier, on réalise maintenant des stages à chaque vacances scolaires. Et en octobre dernier, c'est une vitrailliste, Laurine Claude, qui est venue aux Poussières et qui, pendant une semaine, a mené tout un travail avec un groupe de jeunes, justement sur la réalisation d'un vitrail qui présente une olive avec le blason 9-3 en dessous. Et voilà, on fait beaucoup de liens entre nos projets pour que ça se nourrisse entre projets. Et l'idée aussi de ces groupes de jeunes, c'est que souvent il y a sur une quinzaine de jeunes une partie qui est un public lié à un partenariat, par exemple le PRE dans ce cas-là. Des jeunes aussi qui suivent nos projets depuis quelques années et qui s'inscrivent au fur et à mesure dans les différents stages. Et puis aussi la possibilité à un autre groupe de jeunes de venir s'inscrire de façon spontanée parce qu'ils auraient vu la communication sur les réseaux ou autres. Et donc ça permet aussi une mixité des publics sur un même groupe le temps d'un stage d'une semaine par exemple, toujours avec un temps de restitution. Voilà, donc je ne sais pas exactement si je réponds à la question de la coopération de l'EAC, mais en tout cas l'idée c'était vraiment de parler de ce qu'on fait aux Poussières. Si, merci beaucoup Myrtille. Je pense qu'avec cet exemple des Poussières et du projet Eau des Olives, on voit que c'est une vision de l'éducation artistique et culturelle qui n'est pas du tout descendante, qui est extrêmement inclusive et qui repose justement sur un lien avec le territoire. Ce qui fait que c'est une action culturelle, mais qui est aussi une action de lien social, à la fois entre le public extérieur, mais aussi, comme tu le disais, les artistes qui sont invités, l'équipe salariée de la structure. Et tout ça, du coup, c'est particulièrement mis en valeur sur des coopérations territoriales dont font partie les Poussières, notamment avec le consortium Pocomon dont nous parlera Joséphine tout à l'heure. Et pour l'instant, je laisse la parole à Cécile pour qu'elle nous parle un peu de ce que ça peut illustrer, cet exemple de Eau les Olives en termes de coopération, d'intermédiation sur un territoire. Merci. Du coup, tu utilises le terme d'intermédiation. Peut-être ça vaut le coup de le préciser un peu parce qu'en fait, il est utilisé couramment dans l'expression lieu intermédiaire depuis les années 2000, mais c'est un terme qui porte un peu à confusion puisque dès les années 80-90, en fait, il y a des sociologues comme par exemple Howard Becker ou Raymond Moulin pour les arts plastiques qui ont montré, et c'était un peu alors c'était pas un scoop, mais c'était quand même un peu une découverte à l'époque dans les travaux de recherche, qu'en fait les mondes de l'art ne sont pas constitués que par des artistes et puis des publics, mais qu'en fait ils sont composés par une multitude d'intermédiaires justement, et que ces intermédiaires, ils sont plus ou moins visibles, mais en tout cas c'est à la fois toutes les personnes administratrices, programmatrices, médiatrices, chargées de billetterie, personnes qui s'occupent de l'entretien des lieux, guichetiers, guichetières, etc., qui participent à la fois à la production et à la mise en circulation des œuvres. Et en fait, dans cette notion justement d'intermédiaire, c'est pas exactement dans ce sens-là que va être mobilisé le terme d'intermédiation dans le cas des lieux intermédiaires. C'est plutôt, en tout cas, il émerge, on va dire, dans les années 2000 et puis il va être généralisé dans les années 2010 avec notamment, pas que, mais la création de la coordination nationale des lieux intermédiaires que vous avez évoquée en introduction. Et on peut dire que d'une certaine manière, le fait de recourir à cette notion d'intermédiation à ce moment-là, c'est presque une critique, alors non pas de la division du travail artistique que je décrivais à l'instant, mais en tout cas du pouvoir hégémonique, du pouvoir de prescription, du pouvoir de légitimation que détiennent en fait certains de ces intermédiaires qui sélectionnent, qui financent, qui diffusent, qui promeuvent et puis qui consacrent les artistes. Et par le haut, on va dire, les œuvres et les artistes par le haut. Et en fait, les lieux intermédiaires, il ne faut pas oublier qu'ils sont historiquement liés au mouvement culturel alternatif des années 1960-1970 et qui vont précisément être les héritiers, les porteurs en fait d'une vision de l'art et de la culture qui est en rupture finalement avec cette organisation un peu sectorisée, un peu segmentée
des mondes de l'art institués. Et là, on l'a bien entendu en fait dans ce que Myrtille a raconté, c'est-à-dire que là, on est dans une approche en fait de l'art et de la culture qui s'ouvre à la fois, tu l'as dit, aux arts visuels, au spectacle vivant, mais aussi à la gastronomie, par exemple. Donc, on va plus du tout en fait être dans cette vision un peu sectorisée qui a été portée longtemps, mais dans une autre vision finalement de l'art et de la culture. Et puis aussi sur, du coup, si on revient un peu étymologiquement à cette notion d'intermédiation, alors autant la médiation culturelle, elle désigne par son étymologie le médiateur, c'est celui qui est au milieu de quoi? Au milieu d'un conflit, dirait du coup par exemple Marie-Christine Bordeaux, un conflit qui est un conflit entre une hyper spécialisation de l'art d'un côté et puis donc d'un art qui allait en s'autonomisant de plus en plus, et puis de l'autre côté la réception de cet art de plus en plus innovant, de plus en plus spécialisé par un public. L'intermédiation, à la différence de la médiation, elle ne va pas chercher à résoudre ce conflit en introduisant justement des médiateurs, mais plutôt en proposant de construire un autre rapport à l'art, un autre rapport au territoire, un autre rapport qui ne soit pas seulement un moyen de consommation culturelle, mais qui soit plutôt, on va dire, un moyen d'hybridation culturelle, au sens où ça va favoriser, et Myrtille l'a bien décrit, des mariages improbables de pratiques, des mariages improbables de matériaux, de disciplines, de savoir-faire, de générations, de populations qui n'auraient pas en fait l'occasion de se rencontrer ou l'occasion de se mélanger dans d'autres contextes. Et ça, c'est quand même ce qui fait l'ADN, on va dire, des lieux intermédiaires et des tiers-lieux culturels et des pratiques culturelles en lieux intermédiaires. C'est précisément cette tentative de briser en fait des barrières qui sont instaurées par des chaînes de production, par des chaînes professionnelles, par des structures, par des codes qui séparent en quelque sorte les publics d'un côté et puis les artistes de l'autre. Et là, on voit bien que c'est une toute autre approche en fait sur les territoires. Et ce qui m'a semblé intéressant, en tout cas dans le témoignage qu'a fait Myrtille, c'est précisément que là, on voit bien qu'il n'y a pas de séparation en fait, ou d'opposition entre la médiation d'un côté et puis la création de l'autre. Il y a réellement une co-construction avec une réelle place qui est donnée aux habitants dans la manière dont s'élaborent, se construisent, se déploient ensuite ces actions. Et puis l'autre chose que je voulais souligner aussi, puisqu'on parlait d'éducation artistique et culturelle, c'est qu'on n'est pas non plus, et là c'est pareil, ça m'a frappé aussi dans l'exemple qu'a développé Myrtille, dans une relation descendante, dans une vision descendante de l'éducation. On est plutôt dans une vision réciprocitaire un peu à la rancière, on va dire, de l'éducation, où finalement chaque partie prenante, qu'il s'agisse des artistes, des habitants, des personnes qui font vivre ce lieu au quotidien, des personnes qui cultivent des oliviers sur leur balcon ou dans leur jardin, finalement vont pouvoir retirer de cette mise en relation. Voilà, donc je dirais que il me semble que le projet des poussières, en tout cas dans ce que tu as développé, mais je le connais un petit peu et je vois aussi qu'il y a plein de ramifications à cet endroit-là. C'est vraiment un projet qui vient aussi interroger la figure contemporaine et autonome d'un artiste expert, quoi, et qui au contraire, du coup, interroge son corollaire, qui est un peu l'accès à la culture et cette vision un peu légitimiste ou descendante de la culture, qu'on peut parfois retrouver de moins en moins, mais dans l'éducation artistique et culturelle, pour proposer finalement une autre façon de faire, plus équilibrée, plus horizontale, qui vient interroger aussi peut-être, tu l'as effleuré, mais des rapports de domination sociale, culturelle, qui peuvent exister aussi sur les territoires et qui permet en fait de faire entendre des populations, des pratiques qui sont parfois invisibilisées ou silenciées. Et il me semble qu'on peut dire, pour conclure, qu'en tout cas, c'est des lieux qui travaillent plus ou moins explicitement selon les lieux, mais en tout cas qui viennent réinterroger les politiques publiques au prisme des droits culturels.
Merci Cécile, et puis du coup on laisse tout de suite la parole à Joséphine pour nous parler de Pocomon. Merci pour l'invitation. Je suis coordinatrice territoriale dans le consortium Pocomon, qui est un consortium de 5 structures, 4 lieux intermédiaires indépendants qui sont situés sur le territoire de Seine-Saint-Denis depuis déjà 15, 20 ans, voire 25 ans pour les poussières, et d'une structure, d'une coopérative, la Main foncièrement culturelle, qui est une foncière culturelle et solidaire, qui défend la pérennisation des lieux. C'est un consortium qui a aujourd'hui 8 ans, qui regroupe ces 4 lieux qui ont des morphologies différentes, mais qui ont pour commun d'être des lieux pluridisciplinaires, des lieux qui sont issus d'initiatives de praticiens, d'habitants qui avaient pour souhait de s'organiser effectivement autour de pratiques artistiques et culturelles, et qui mettent en dialogue à la fois des pratiques professionnelles et en amateur, avec un travail qui se fait effectivement à partir des droits culturels et un fort ancrage territorial, où le territoire est lu comme un espace d'abord de coopération, d'expérimentation, et effectivement c'est à partir effectivement de l'ancrage de ces lieux-là qu'est né Pocomon. Pocomon est né aussi de cette volonté au départ. Ça a été lié effectivement à une étude menée par Opal, mais je laisserai Cécile en dire un mot tout à l'heure, qui a réuni ces 4 lieux, 4 administrateurs d'ailleurs autour de la table, et avec un besoin en fait de partager son expérience, de faire une veille de l'actualité, de pouvoir effectivement repérer des appels à projets en commun, et en fait est né aussi de ces discussions ce désir de faire ensemble, de mener des projets artistiques mutualisés. Avec comme aussi constat que l'ensemble des artistes qui sont dans nos lieux circulent aussi sur le territoire, et est né en fait l'un des premiers projets sur lequel a atterri Pocomon, est effectivement celui autour d'une résidence mutualisée, avec l'idée d'expérimenter un cadre de recherche pour les artistes résidents, où viendraient se rencontrer pendant une période assez courte, souvent d'1 semaine à 2 semaines, sur un thème qui définirait ensemble, où viennent aussi se rencontrer des disciplines différentes, et de permettre en tout cas de pouvoir partager à la fois aussi une ressource foncière, parce qu'ils se retrouvent dans un de nos lieux, et d'arriver sur une sortie de résidence qui soit commune. Donc on a aujourd'hui mené 4 résidences artistiques mutualisées de co-création. Il y a eu également l'un des autres projets qu'on mène de manière assez forte avec Pocomon, et effectivement on est un pôle de formation, de transmission, où on a à cœur de valoriser l'ensemble des savoir-faire dans nos lieux, et d'abord de valoriser les savoir-faire artistiques qui sont, je ne le redirai pas forcément, mais qui sont effectivement situés, issus aussi du terrain, et donc il y avait vraiment l'idée de pouvoir permettre à des artistes de devenir eux-mêmes formateurs, et de les former à devenir aussi formateurs, parce que l'un des lieux a un agrément Calliope. Et de ce que ça raconte aussi derrière, c'était cette agrégation qu'on a aujourd'hui de compétences, de savoir-faire entre nos lieux, qui nous permet en tout cas de mener un certain nombre de projets. Peut-être raconter effectivement qu'on avait été labellisé en 2020 Fabrique de territoire par la NCT, et on a connu un déploiement aussi de nos activités, avec en 2024 2 labellisations, où on a été renouvelé Fabrique de territoire, et on a été labellisé pôle territorial de coopération économique par le ministère de l'ESS, ce qui nous a permis effectivement de défendre cette ingénierie de la coopération, qui est un savoir-faire effectivement qu'on partage dans l'ensemble de nos lieux, à savoir que également aussi, le préciser, dans la gouvernance, on retrouve à la fois des salariés, mais dans les équipes bénévoles, ce sont également des artistes, et c'est un savoir-faire et un temps qu'on partage ensemble. Ça nous a permis, en tout cas, cette labellisation, de pouvoir déployer nos coopérations de manière
à la fois avec une mise en dialogue avec un certain nombre de collectivités territoriales. Je pense à Pleine Commune, qui est notre interlocuteur privilégié aujourd'hui, où effectivement l'échelle des 4 lieux nous permet de répondre à des appels à projets auxquels individuellement on ne l'aurait pas nécessairement fait. Aujourd'hui, on est en train, à titre d'exemple, de concevoir un programme de portes ouvertes, visites apprenantes sur les Journées nationales des métiers d'art, avec une dizaine de lieux situés à la fois donc, sur Pleine Commune ou à sa frontière, et qui nous permet effectivement d'avoir une coopération interlieux. Et la labellisation nous a permis de financer effectivement un poste dédié à cette ingénierie-là qui permet de faire l'animation territoriale de la coopération et de pouvoir effectivement, notamment aujourd'hui, voilà, de concevoir ce parcours tous ensemble. C'est également... Aujourd'hui, la coopération, elle est aussi motrice d'innovation, de recherche et développement. On a connu effectivement un élargissement. Donc, j'ai parlé de la coopération artistique qui est le cœur et le poumon, en tout cas, de Pocomone. Aujourd'hui, on s'oriente vers 2 autres axes. Le premier est celui de la transition écologique avec le programme Green Common qui a été lauréat de Alternative Verte 2 du ministère de la Culture en 2024, qui a, alors c'est effectivement un peu un pas de côté, hein, donc qui a pour objectif de solariser des lieux culturels ou non, en tout cas de créer des boucles d'autoconsommation collective dans laquelle on irait en fait revendre l'électricité en ville, c'est sur un rayon de 2 km à des habitants, des bailleurs, d'autres lieux culturels, et dans lequel en fait ce projet, c'est vraiment une alliance aussi avec le milieu de l'énergie citoyenne. On l'a monté, ce projet, avec Pleine Énergie Citoyenne, qui est un regroupement d'habitants qui se mobilisent pour s'intéresser à la question de l'énergie, qui pensent d'abord la question de l'énergie comme aussi un levier aussi, d'autonomie, qui propose d'abord des ateliers de sensibilisation pour comprendre sa facture énergétique. C'est d'abord par là que ça commence, et ce qu'on a fait notamment, on a déployé aussi dans les lieux. On s'est rendu compte que dans les lieux intermédiaires, la facture de l'énergie, c'est à peu près 15% du budget. Donc il y a vraiment en tout cas un enjeu d'appropriation très très fort à cet endroit-là, et aussi de pouvoir mettre en œuvre des résidences artistiques comme un moyen en tout cas de mettre en récit, de mettre en mouvement ces enjeux-là. Et donc avec le projet Green Common, on a aussi une résidence artistique qui traite, alors pas forcément sur la question de l'énergie, là qui est sur la question de l'eau, mais qui nous permet en tout cas on a conduit avec notamment c'est le département aussi qui est notre partenaire sur cette résidence, on a conduit aussi on a choisi l'artiste ensemble, et on permet en tout cas à l'artiste de se rendre aussi en Guadeloupe et d'avoir un peu cette résonance avec le territoire de Seine-Saint-Denis sur cette question de l'eau. Donc ça, c'est l'un des projets, hein, c'est à titre d'exemple de ce qu'on peut imaginer en tout cas tous ensemble, et ça c'est le fruit de comités de pilotage, d'ajustement, parce que c'est un travail effectivement de s'entendre et de trouver effectivement la réponse qui soit, on va dire, la plus juste. Et l'un des derniers projets dont je souhaitais quand même mettre un mot, à savoir qu'il est en préfiguration aujourd'hui, c'est le projet ITI. C'est un projet en tout cas européen qu'on vient de déposer, un projet FEDER, avec notamment aussi pareil Pleine Commune qui nous soutient à cet endroit-là, qui est un projet qui a une partie à la fois infrastructurelle qui nous permet de prendre en charge une partie de l'aménagement d'équipements numériques dans nos lieux, mais qui a aussi une partie de conception d'une plateforme de coopération artistique à l'échelle du territoire de Seine-Saint-Denis, et qui prévoit un certain nombre d'ateliers de médiation numérique, d'appropriation à la fois par ces usagers futurs, donc ça sera à destination de lieux intermédiaires indépendants, tiers-lieux culturels, mais aussi de ses habitants, et qui demandent à être encore aujourd'hui façonné, mais qui fait partie des pistes qu'on a pu déployer au fur et à mesure, en fonction. Ça a été la force aussi d'être ensemble et de faire alliage avec d'autres secteurs.
Donc voilà à peu près, c'est pour aussi marquer effectivement Pokémon qui est un cadre supplémentaire dans lequel fait partie les poussières, mais qui pousse un certain nombre de sujets. Merci Joséphine. On va terminer ce temps là, ce bloc sur la coopération territoriale avec toi Cécile, pour nous parler un peu des différentes échelles de coopération. Voilà. Oui, merci. Du coup, je vais pas. Alors, peut-être juste pour revenir un tout petit peu en arrière, en fait, c'est vrai que à l'origine, finalement, enfin, ce ne seraient même pas les prémices de Pokémon. Il y a eu effectivement une étude qui a été menée entre 2015 et 2017 par Opal, avec Opal, je devrais dire, puisqu'il s'agissait plutôt d'une recherche-action. Comme l'a souligné Jules en introduction, on est plutôt sur des modes de recherche coopératifs et collaboratifs. Et en fait, c'était une recherche qui a été menée en fait sur 2 territoires un peu en parallèle. Il y avait d'une part donc ce territoire de pleine commune avec le soutien d'ailleurs de la communauté d'Aglo qui donc concernait 4 lieux intermédiaires, donc les poussières, mais aussi main d'œuvre, la Villa Médicis et le 6B. Donc, en fait, cette étude a été conduite avec ces 4 lieux, donc à la fois avec ces 4 lieux, c'est-à-dire à la fois avec les équipes des lieux, et aussi, parce qu'on ne l'a peut-être pas redit, Myrtille a dit que vous n'aviez pas de résidents permanents, mais d'autres lieux sont aussi des lieux de travail et des lieux de production pour des artistes, pour des structures associatives ou culturelles et artistiques. Et donc, on a également fait ce travail avec les résidents de ces différents lieux. Et puis, le deuxième territoire, qui était un petit peu un territoire en miroir, c'était un territoire, donc c'était le territoire qui est aujourd'hui nommé Nouvelle-Aquitaine, mais donc il s'agissait de 3 lieux d'Aquitaine qui étaient engagés aussi sur une recherche-action au même moment. Donc, Paula, la fabrique Paula, qui est donc à Bordeaux, l'AIA dans les Landes, et puis la Gare Mondiale, qui est à Bergerac, en Dordogne. Et donc, en fait, c'est vrai que les lieux s'étaient questionnés, en fait. Enfin, ils avaient un peu deux objectifs qui guidaient leur envie de faire ce travail de recherche-action coopératif. C'était à la fois poser les bases d'une première expérience de coopération en acte. Donc, c'est pour ça que je disais que c'était presque les prémices, en fait, finalement, de Pokémon. Donc, c'était tester un peu à travers cette première recherche-action ce qu'ils pouvaient faire ensemble. Donc, on est vraiment là dans une logique du faire, quoi. Et puis, en même temps, l'autre objectif, c'était aussi d'objectiver un certain nombre de connaissances empiriques sur les dynamiques coopératives qui traversent ces lieux, mais dont ils avaient du mal un peu à faire part, qu'ils avaient un peu du mal à traduire, notamment auprès de leurs différents partenaires financiers, parce que comme on l'a vu avec les poussières, c'est des dynamiques qui sont complexes, qui sont multidimensionnelles, et voilà, il y avait un peu cette difficulté. Et donc, je vais aller assez vite sur les niveaux de coopération, parce qu'en fait, l'étude aborde plein d'axes, et notamment les questions de gouvernance, les questions de démocratie, les questions, voilà. Mais en tout cas, sur la coopération, en fait, ça a fait apparaître 4 niveaux de coopération principaux, on pourrait dire. Le premier niveau, c'est plutôt un niveau de coopération entre les résidents des lieux. Et en fait, c'est un niveau de coopération qui est assez important, qui reste souvent informel, qui prend souvent la forme d'échanges de connaissances, de soutien à la structuration professionnelle aussi des artistes ou des structures les plus jeunes, les moins expérimentées, qui prend aussi la forme des formes plus matérielles, comme des échanges de coups de main, des dons, du prêt de matériel, par exemple, et puis qui prend enfin évidemment la forme de la mutualisation, donc, puisque ce sont des lieux, on l'a dit, peut-être c'est important de le redire, mais qui mutualisent des locaux et des équipements, et qui parfois vont même jusqu'à favoriser des coopérations économiques entre résidents à travers des projets conduits en commun, tu l'as dit, voilà, des projets qui sont élaborés conjointement par plusieurs structures. Et en fait, ces effets, on va dire, de ces lieux en tant que vecteurs à la fois d'apprentissage, de co-formation, et finalement, c'est important en fait dans un écosystème
où les artistes sont isolés et où les coopérations économiques en fait, permettent de renforcer en fait, les parcours des personnes. Et donc le deuxième niveau de coopération, tu l'as dit, c'est plutôt un niveau interlieu pour le coup, donc lieux engagés dans la recherche-action, mais aussi d'autres lieux, et tu as parlé aussi des lieux qui étaient périphériques au territoire sur lequel vous travaillez et qui sont associés aussi à certains des projets que vous menez. En fait, ces lieux, et notamment les lieux artistiques et culturels, mais pas que, mais notamment les lieux artistiques et culturels, ils vont aussi favoriser finalement cette coopération entre lieux, va favoriser à la fois la circulation des artistes, elle va favoriser aussi finalement l'insertion de certains artistes dans des lieux, puisque en fait, ce sont des lieux qui organisent aussi des événements, qui font de la diffusion, qui vont donner en fait à voir et à connaître le travail des artistes, et puis qui créent aussi des espaces, des écosystèmes alternatifs qui justement se situent pas tout à fait au même endroit que d'autres lieux institués. Le troisième niveau de coopération, et donc on l'a déjà souligné, c'est que ces lieux cherchent moins à développer, on va dire, des actions compensatoires de médiation culturelle que à inclure les populations dans les processus créatifs qu'ils mettent en œuvre, et aussi dans les lieux, tu l'as dit pour les poussières, donc en s'ouvrant en fait plus largement aux populations du territoire. Et ce que l'étude a permis aussi de faire apparaître, c'est que finalement ces coopérations territoriales avec les habitants, elles reposent aussi beaucoup sur un travail de fond qui est conduit à la fois par les résidents et par les lieux eux-mêmes, de coopération avec tout un tas d'acteurs et d'actrices du territoire, qui vont évidemment des lieux culturels, je l'ai déjà dit, aux acteurs éducatifs, mais en passant aussi par des structures sociales, des structures sanitaires, des associations communautaires ou des structures en tout cas qui travaillent sur l'énergie ou sur l'écologie. Donc vraiment une grande diversité. Je me souviens d'un chiffre, on avait donc 80% des résidents des lieux qui développaient eux-mêmes donc des coopérations à l'échelle du territoire. Et donc là, le dernier et quatrième et dernière échelle, la quatrième et dernière échelle de territoire, je dirais que c'est celle de la co-construction avec les politiques publiques et avec les pouvoirs publics, mais ça, je vais laisser François en témoigner juste après, donc je ne vais pas m'étendre sur ce point-là. Je voulais juste peut-être en conclusion, poser un point de vigilance, peut-être finalement sur la question des coopérations, parce que c'est vrai que les artistes, tu l'as dit, vous l'avez dit toutes les deux, sont aussi souvent des habitants du territoire. Et pour autant, il arrive que ces mêmes artistes soient aussi accusés d'être des agents de la gentrification du territoire, ou de contribuer à un espèce de cultural washing du territoire, et qui est souvent effectivement un territoire vulnérables ou fragilisés. On se rappelle pas souvent non plus que quand finalement ces critiques sont adressées aux artistes, de la précarité économique dans laquelle sont beaucoup de ces artistes. Je voulais juste rappeler, mais vraiment rapidement, que par exemple, je suis retombée sur ces chiffres, 75% par exemple des plasticiens retirent moins de 10 000 € par an de leur activité, donc des artistes auteurs plasticiens, ce qui évidemment les place en dessous du seuil de pauvreté, et notamment en font des bénéficiaires souvent, pas toujours, mais du RSA. Et pour l'ensemble des artistes, je voulais aussi rappeler que la pluriactivité et la polyactivité sont la règle des professions artistiques, et le fait de devoir développer en fait d'autres activités que simplement son cœur de métier artistique, c'est une règle importante. Et donc le point de vigilance en tout cas que je voulais poser, c'est que cette réalité aussi économique dans laquelle se trouvent les structures artistiques et culturelles qui peuplent ces lieux, fait que ça ne va pas sans poser des problèmes de concurrence des temps, et parfois même d'épuisement professionnel. Et on assiste en tout cas à souvent une évaporation des effectifs artistiques à partir de l'âge de 30 ans. Et et je pense que là où il y a un point de vigilance, c'est comment en fait ces projets et les dispositifs de politique publique qui édictent des appels à projets finalement
pour soutenir ces actions autour des pratiques culturelles en tiers-lieu, ne viennent pas renforcer, mais viennent plutôt soutenir, valoriser ce qui se co-construit déjà et sur les territoires, souvent à bas bruit, et aussi qui se développe dans des interstices finalement des dispositifs. Je ne sais plus à qui je dois passer une... Ça va être à François. Ça va d'abord être Clément. Alors, merci beaucoup. Donc, c'est très dense. Il y a beaucoup de choses. On va passer sur un temps où on va donner la parole à deux représentants de collectivités territoriales, donc Pleine Commune avec Clément Loïne qui est en ligne et qui est chef de projet fabrique et quartier culturel à l'établissement public territorial, donc Pleine Commune qu'on a déjà évoqué, et François Arlandis qui est chef du pôle culture et tiers-lieux à la métropole du Grand Paris. L'idée là, enfin la question qu'on voulait vous poser, c'est à partir donc de tout ce qu'on vient de dire sur finalement la manière de faire de l'éducation artistique et culturelle en lieu intermédiaire, mais finalement de manière de faire plus largement, hein, qui repose sur des logiques d'intermédiation, comme tu l'as dit, Cécile, et donc l'idée de travailler avec dans une approche transversale de l'art et de la culture, et donc de sortir un peu des logiques plutôt sectorisées, cloisonnées, et donc aussi en faisant se rencontrer une mixité de publics, et aussi dans des relations réciprocitaires, plutôt égalitaires, des artistes, des amateurs, des habitants, pour co-construire ensemble des projets. Et donc, on est plutôt dans des dynamiques, effectivement, d'ascendance territoriale qui interagissent aussi avec les politiques publiques. Et j'ai bien aimé quand Joséphine, tu parlais de territoire, d'expérimentation et de coopération. Cette manière de faire territoire ensemble que proposent et mettent en œuvre ces lieux, à partir quand même toujours d'une... dans laquelle le cœur quand même de métier, c'est la dimension culturelle et aussi artistique. Voilà. Et donc là, du coup, on arrive un peu aussi à... Et cette manière de faire territoire ensemble, dans des logiques d'expérimentation, d'ascendance et de coopération, co-construction. Et la question, c'est comment est-ce que ça peut résonner finalement avec des objectifs de politique publique territoriale, et notamment celle de Pleine Commune et de la métropole, dont on verra qu'elles sont deux approches un peu distinctes, mais où on a un travail quand même en coopération avec les lieux, avec des groupements de lieux, et aussi entre collectivités au sein de ces intercommunalités finalement. Voilà, donc je vais laisser la parole à Clément qui est donc en ligne. Voilà. J'espère que la question n'est pas trop large et assez claire, mais on pourra aussi repréciser si besoin. Alors Clément, on ne t'entend pas, on fait un petit réglage technique. Est-ce que tu peux nous dire un mot pour voir si on t'entend? On fait un test. Allô, allô. Oui, très bien, Vous m'entendez ? parfait. On t'entend.
Tu peux y aller, merci. Et ben, je reprends, oui, je venais juste de me représenter. Peut-être aussi pour représenter d'où je pars. Donc, Plaine Commune, c'est effectivement une portion du Grand Paris, un bassin de vie de 450 000 habitants qui compte 8 communes, une commune déléguée, dont la commune d'Aubervilliers, où sont installées les poussières. Effectivement, nous, alors, notre positionnement sur ces questions-là, il est assez original. J'ai entendu des mots qui nous parlent et qu'on a fait aussi nôtre dans notre approche, mais voilà, hybridation, désectorisation, coopération, c'est des mots qu'on aime à employer aussi. Notre positionnement, il est original parce qu'en fait, on n'a pas de compétences culturelles à proprement parler et a fortiori pas de compétences en matière d'éducation artistique et culturelle. Pour autant, au moment de la création de notre établissement public territorial, donc Plaine Commune a été identifié au sein du Grand Paris comme territoire de la culture et de la création. C'est à la fois une marque territoriale qu'on continue de revendiquer, qui a été inscrite dans un contrat de développement territorial avec l'État, mais c'est aussi plus largement une démarche et une manière de faire. Donc voilà, on n'a pas de compétences culturelles et nous, on intervient.
Merci Clément. Écoute, non, de l'éducation artistique et de l'éducation à la coopération artistique et culturelle. On va laisser la parole à François. Du coup, voilà, à peu près les mêmes questions. Comment ces démarches, ces manières de faire peuvent répondre à des enjeux de politique publique au niveau de la métropole et notamment au travers des deux programmes qu'on a cités, peut-être qu'il y en a d'autres. Le programme de développement des tiers-lieux métropolitains et puis la Nuit Blanche aussi. Merci. Bonjour à tous. Alors, donc je m'appelle François Arlandis et je suis en charge de l'équipe culture et tiers-lieux à la métropole du Grand Paris. La métropole du Grand Paris, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est composé de 130 communes, donc Paris et les communes des 3 départements autour, plus 8 communes limitrophes qui ont choisi à sa création de la rejoindre. Donc c'est 130 communes, c'est beaucoup, et c'est une collectivité assez jeune, puisqu'on a été créé en 2016. Donc la coopération, qui est quand même au cœur des tiers-lieux, c'est vraiment le cœur du projet métropolitain de la métropole du Grand Paris. C'est un établissement public de coopération intercommunale. Et donc, c'est vraiment ça qu'on met en œuvre à la métropole du Grand Paris. Comme je vous disais, c'est une collectivité très jeune avec des équipes encore en construction. Donc, on travaille beaucoup en partenariat, en réseau. On s'appuie sur les écosystèmes qui existent pour amplifier des actions et apporter des réponses aux besoins qui se créent et qui naissent voilà, dans la métropole du Grand Paris. Et donc, la façon dont la métropole du Grand Paris a abordé la question des tiers-lieux, de façon thématique, c'était d'abord en termes de rayonnement et d'attractivité, puisque les tiers-lieux, on les considère comme des lieux d'attractivité de proximité, mais aussi de façon beaucoup plus transversale et thématique, de les considérer comme des lieux qui contribuent à la création d'une ville plus durable, tant sur l'écologie, l'alimentation, la fabrication en ville que la culture. Et cette dimension sur la coopération, elle se reflète aussi dans la façon dont la métropole a pu s'emparer de la thématique des tiers-lieux, puisque c'est le conseil de développement. Alors, le conseil de développement de la métropole, c'est une instance de démocratie participative avec un collège de personnalités qualifiées et un collège d'habitants tirés au sort, et qui produisent des avis sur des thématiques d'intérêt général et avec une dimension de prospective. Donc, soit des avis à la demande du président de la métropole sur une thématique qui l'intéresse, soit des autosaisines, et les tiers-lieux, c'était le cas. Donc ça faisait vraiment un questionnement qui surgissait de la société civile. Et ce rapport a préconisé, donc c'était en 2022, que la métropole du Grand Paris s'empare de ce sujet et vraiment apporte des réponses aux tiers-lieux qui étaient très très nombreux dans son territoire, notamment en pleine commune, comme l'a souligné Clément. Et donc, sur la base du constat de l'intérêt qui avait été manifesté par le Conseil de développement, le président de la métropole a décidé d'engager un programme pour accompagner la création et le développement de tiers-lieux. Donc, pas forcément que la création de nouveaux lieux, mais l'accompagnement aussi de lieux existants, comme les poussières, puisque les poussières ont intégré le programme tiers-lieux. Et la façon dont la métropole a conçu le programme tiers-lieux, c'était également très coopératif, puisqu'elle l'a bâti en s'appuyant sur le consortium Île-de-France tiers-lieux, qui regroupe Actif, qui est ici présent, mais aussi A+, c'est mieux, le collectif des tiers-lieux, les makers, donc qui regroupe vraiment différentes dimensions qu'on peut retrouver dans les tiers-lieux, que ce soit la dimension culturelle, sociale, de Fab Lab ou de coworking. Donc c'est vraiment toutes les dimensions qui étaient là, et avec le consortium, on a vraiment bâti ce programme tiers-lieu métropolitain qui fonctionne, donc qui fournit un accompagnement en ingénierie et en financement aux tiers-lieux de la métropole, aux communes plus précisément, puisque la métropole, comme je vous dis, c'est un établissement de coopération intercommunale. On s'adresse prioritairement aux communes. Et
Et ce programme, il mobilise tout un ensemble d'experts qu'on a pu agréger à l'aide du consortium, mais pour vraiment mettre autour de la table toutes les expertises qui peuvent accompagner, permettre d'apporter un conseil pertinent au tiers-lieu. Et donc, c'est le consortium, évidemment, mais c'est aussi la NTL, la NCT, l'Institut Paris Région, l'Atelier parisien d'urbanisme, il y a aussi la Chambre des métiers et d'artisanat, le Hub Franciline pour la dimension numérique, la DRAC Île-de-France, l'ADEME, la Banque des territoires, les canaux, enfin, tout un ensemble de structures du territoire qui ont un regard pertinent à apporter sur les tiers-lieux, des conseils à donner. Et je trouve que c'est vraiment, comme tu disais Joséphine, c'est comme ça qu'on fait territoire finalement. On arrive, la métropole, on est un échelon, on rassemble trop de communes pour pouvoir être vraiment à côté de chacun des projets. Par contre, là où on est au bon endroit, c'est de mettre autour de la table les expertises, les réseaux, les structures qui peuvent ensemble regarder les projets des communes et qu'elles font évidemment en coopération avec des associations. Et c'est pour ça qu'une deuxième évolution assez forte du programme d'accompagnement, qui arrivait très vite, c'était d'ouvrir la possibilité de financer des communes et des associations. Puisqu'avant, on ne pouvait financer que des communes. Et ça, c'était vraiment pour acter le fait que les projets de tiers-lieux, les meilleurs projets de tiers-lieux sont aussi des projets coopératifs. Donc déjà, de venir déposer le projet à plusieurs acteurs, c'était déjà gage d'un projet qui serait de meilleure qualité. Et puis en plus, ça répondait à un besoin d'avoir des partenaires locaux qui se réunissent pour monter des projets. Et maintenant, on voit que les 2/3, presque les 3/4 des projets qui arrivent dans le programme sont des projets portés en binôme par des communes et des associations. Donc, après 2 ans d'existence, presque 3 maintenant, on est à 25 communes qui sont membres du programme et 3 établissements publics territoriaux, avec 31 projets et plus de 33 millions d'euros de subventions qui ont été attribuées donc, à des communes ou des associations qui montaient des projets en lien avec les communes. Et donc ça, c'est le volet du programme proprement dit, mais on a aussi tout un volet de sensibilisation et de formation avec 2 dimensions. Une qui s'adresse vraiment aux membres du programme, comme les poussières ou comme les communes, qui sont des cafés virtuels où là, on réunit, c'est un premier cercle de réseau pour vraiment les faire coopérer entre eux, les faire se connaître, et puis leur faire un apport de contenu sur une synthèse d'études qui vient de sortir ou sur de l'actualité juridique, de l'actualité qui les concerne. Et un autre volet qui est plutôt tout public, avec des visites apprenantes, où on visite des tiers-lieux, avec l'accent est mis sur une thématique, et ça mobilise tout un tas de partenaires, des porteurs de projets de tiers-lieux qui viennent rendre compte de leur expérience et de tout ce qu'ils ont pu mener. Et donc vraiment, à travers ce programme tiers-lieux, la métropole, je trouve, elle met en place une véritable ingénierie de la coopération. Je crois que c'était ton expression, Joséphine, pour faire travailler les gens ensemble au niveau du réseau sur la thématique des tiers-lieux, mais ensuite au niveau des lieux, sur les tiers-lieux eux-mêmes. Et donc ça, c'était pour le volet tiers-lieux. Et dans la coopération avec les poussières, la métropole participe aussi à Nuit Blanche. Donc les poussières participent à la Nuit Blanche que la métropole du Grand Paris co-organise avec la ville de Paris. Donc la ville de Paris s'occupe du volet Paris Intramuros et la métropole coordonne l'ensemble des porteurs de projets qui sont hors Paris, donc dans le reste des communes de la métropole. Et en s'appuyant, encore une fois, sur des réseaux, sur le réseau actif pour le réseau des lieux culturels indépendants et sur le réseau TRAM pour l'art contemporain. Donc c'est deux réseaux qui sont composés de beaucoup de membres dans la métropole. Et les poussières, maintenant, ça va être la 5e édition, c'est ça, en 2026 que les poussières participent. Et ça permet à des lieux qui sont vraiment très locaux de s'inscrire dans des projets de dimension métropolitaine, de leur donner une visibilité, de s'inscrire dans un cadre un peu plus large que celui qui peut être plus habituel pour eux.
Et ce qui est intéressant, c'est on voit dans les chiffres de 2025, c'est qu'il y avait plus de 60% des participants, des porteurs de projets participants, qui ont noué des coopérations pour la Nuit Blanche dans leur commune ou avec des lieux de la commune limitrophe. Donc Nuit Blanche, c'est un événement qui est ponctuel, c'est un soir, et cette année, ça sera le 6 juin, si vous êtes dans les parages. Mais en fait, ça va bien plus loin que ça, parce que ça crée des collaborations, et c'est souvent l'aboutissement d'un processus qui a été fait avec des habitants, avec des artistes ou des travails de résidents, qui est dévoilé ce soir-là, puisque ce sont des lieux de proximité ou des lieux qui ont vraiment une action culturelle au quotidien. Ce n'est pas des lieux d'événementiel qui sont activés juste pour une soirée. Donc ça c'est intéressant. Et la deuxième dimension, le deuxième chiffre que je voulais donner sur l'édition 2025, c'est qu'on a 70% des artistes qui sont métropolitains. Et donc là aussi, je disais tout à l'heure le nombre de coopérations, mais ça se retrouve dans le maillage de l'écosystème et l'importance que tu soulignais, que les gens se connaissent, travaillent ensemble et dans leur écosystème. Voilà. Une autre dimension qui est importante pour la métropole sur Nuit Blanche, c'est pas tant la coopération, mais c'est aussi la circulation des publics. Et ça, donc la métropole, c'est un espace très vaste. Et évidemment, vous ne pourrez pas aller partout le soir de Nuit Blanche. Mais on s'appuie sur d'autres partenaires comme Enlarge Paris, qui propose des randonnées le soir de Nuit Blanche, qui relient différents points différents lieux culturels qui participent à Nuit Blanche, ou le réseau Tram qui propose des itinéraires en car et des randonnées. Et puis aussi certains lieux ou communes qui proposent des circuits vélos pour rejoindre en groupe de lieu en lieu les lieux qui participent. Donc tout ça, c'est vraiment pour inviter le public à décentrer le regard. Il y a le lieu qu'ils connaissent, mais finalement, comme ce soir-là, il y a une visibilité qui est mise vraiment sur la culture et l'art contemporain dans la ville, c'est d'inviter à la déambulation, de sortir un peu des sentiers battus. Et les lieux s'y retrouvent, puisque même s'il y a une grande concurrence, on pourrait dire, ce soir-là, avec beaucoup de lieux ouverts, en fait, ça bénéficie à tout le monde parce que ça augmente considérablement la visibilité et la fréquentation. Et un dernier élément en termes de mobilité, c'est que donc le président de la métropole a décidé de rendre gratuit le service Vélib le soir de Nuit Blanche, puisque maintenant, ce sera la 3e année que Nuit Blanche se tient en juin. Avant, c'était en octobre, et l'édition a été déplacée au mois de juin. Donc, c'est des conditions bien plus favorables pour la déambulation, la circulation. Et donc, c'est un code promo qu'il faut activer sur les bornes Vélib. Et comme ça, vous pouvez utiliser le Vélib toute la nuit, de Nuit Blanche. Et ça permet vraiment d'en profiter au maximum, et même au-delà de la fermeture des métros. Voilà, donc je trouve que finalement, à travers les poussières, l'exemple il est bien choisi, parce que c'est à la fois un lieu qu'on accompagne dans le programme tiers-lieu, un lieu qui participe à Nuit Blanche et qui s'inscrit dans cette dimension métropolitaine, et à travers aussi les circulations. C'est vraiment comme ça qu'on cherche à construire un récit métropolitain. En Île-de-France, c'est difficilement lisible, la dimension institutionnelle. Il y a des communes, des établissements publics territoriaux, une métropole, des départements, une région, et tout ça dans un espace urbain dense continu, au moins pour ce qui concerne la métropole. Donc, c'est pas forcément évident de s'y retrouver, mais à travers des participations, des lieux comme les poussières, je trouve, ils s'inscrivent dans cet espace et ils lui donnent bien vie. Voilà. Merci beaucoup pour cette explication de tout ce qui est mis en œuvre au niveau de la métropole. Il nous reste plus que 20 minutes, à peine 20 minutes pour prendre des questions. Donc je suppose que sur le chat, il y a eu plein de questions et on va écouter directement lesquelles.
Est-ce que là, vous m'entendez? Ouais, c'est bon? Ok, super. Alors, je vais les prendre un peu dans l'ordre. Il y a une première question qui a été adressée plutôt pour les poussières, qui reprend le thème un peu du webinaire. En quoi le projet Eau les Olives, en quoi qualifier le projet Eau les Olives comme un projet d'EAC et de façon globale? Quelle est la différence entre l'EAC et les pratiques culturelles au sens large? C'est une question très vague, mais voilà, en quelques mots, si vous pouvez recentrer en fait en quoi ce projet répond effectivement à l'EAC. C'est un projet très large dans lequel s'insère l'EAC à travers des ateliers qu'on propose aussi bien dans les établissements scolaires que dédiés à la jeunesse, aux poussières ou dans l'espace public. Donc ça va être des temps de création participative, des temps de rencontre avec soit plutôt du côté de l'agriculture, soit des artistes. En tout cas, ce n'est pas qu'un projet lié à l'EAC, mais l'EAC en fait partie. Voilà. Merci. Alors, on a une question. Qu'est-ce que l'EAC? Mais Fenette avait redonné la définition au tout début de webinaire, donc on va peut-être pas revenir dessus. On va prendre les autres questions. Il y a deux questions, en tout cas, qui sont posées sur les enjeux de coopération et les enjeux de structuration de cette coopération. On nous demande quelle structuration pour des consortiums, avec quel fonctionnement, quel type de structure semble les plus adaptées pour co-construire, co-gérer, héberger ces activités de médiation culturelle, associations, fondations, SIC. Voilà, peut-être donner un éclairage sur ça via Pocomon. Alors peut-être, je peux vous partager peut-être notre expérience qui reste singulière, parce que la coopération, je pourrais pas dire qu'il y a un schéma directeur qui permet de la répliquer. Aujourd'hui, la particularité de Pocomon, ce sont ces 4 lieux intermédiaires, mais il y a aussi cette coopérative, La Main, qui est née de ces coopérations. En fait, c'est une histoire aussi interpersonnelle, aussi de confiance entre les référents, les administrateurs de nos lieux. Aujourd'hui, la structure qui a porté l'ensemble des dossiers, même s'ils ont été coécrits avec les administrateurs, ça a été La Main foncièrement culturelle qui, elle, déploie plutôt une activité notamment d'accompagnement de lieux culturels, tiers-lieux culturels sur des enjeux de pérennisation foncière, mais qui, de son histoire, dans notamment aussi notre conseil d'administration, connaissait, on va dire, était très proche de certains lieux, notamment Main d'œuvre qui fait partie du consortium, et qui a déployé au fur et à mesure, ça a été une gouvernance qui s'est trouvée au fur et à mesure des années. Au début, on partageait la coopération de manière bénévole et on a répondu à des appels à projets, puis on a commencé à avoir des financements structurants, et celui qui nous a permis de rémunérer et de pouvoir en tout cas avoir un EPT qui anime l'ensemble de ces coopérations, ça a été effectivement PTCE qui a été déposé par La Main, et aujourd'hui mon poste est abrité par cette structure qui effectivement sous une forme coopérative. Après, il n'y a pas d'incidence directe sur l'agencement de nos coopérations, à savoir qu'aujourd'hui, c'est souvent aussi ce qu'on raconte, la coopération, c'est aussi une volonté commune qui demande à être réaffirmée parce que c'est un travail et un engagement qui est quotidien. Aujourd'hui, on a aussi des structures qui ont des fonctionnements différents, et ce qui demande aussi une connaissance et une confiance qui est proche et qui demande parfois d'être réaffirmée entre nous pour savoir sur quelle projection effectivement on va, d'autant plus qu'aujourd'hui on a une coopération au sein du PTCE, avec les résidents de nos structures, mais maintenant on ouvre aussi et on a aussi une coopération inter-PTCE parce qu'on va chercher d'autres pôles territoriaux de coopération sur le territoire. Je pense notamment au projet ITI, qui est un projet qui se monte avec un PTCE qui est plutôt tourné autour des activités d'insertion par l'activité économique d'ESS, qui obligent de dialoguer ensemble, de aussi mobiliser nos référents et pouvoir les bouger pour qu'on puisse aussi s'entendre parce que ça demande de partager un certain nombre de valeurs communes pour que ça persiste dans le temps, et c'est ce qui nous permet d'être aussi le ciment de cette coopération. Après, c'est énormément aussi d'ajustements, et je pense que l'équilibre le plus fragile est effectivement de pouvoir prendre ce temps-là aussi
de réévaluation. Je me permets de le préciser, parce qu'aujourd'hui, on est dans tout un travail qu'on essaye de faire où on fait une évaluation de l'utilité sociale de nos lieux. On essaye justement, il y a eu ce travail très très précieux d'Opale qui a été mené il y a une dizaine d'années, qui nous a donné un certain nombre de caractéristiques, qui a permis de mieux nous connaître. Aujourd'hui, on est obligé de le réaffirmer pour poursuivre la suite et ce qui permet de tenir vraiment la coopération. Pour revenir à la question, je pense qu'effectivement, c'est une volonté commune et un poste qui a été financé sur 3 ans, ce qui nous a permis de nous donner de l'air et de nous déployer. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à tout, mais peut-être Myrtille, tu me dis si tu veux compléter. Pas de complément, merci. On a une question d'une personne en Espagne qui nous demande est-ce qu'il y a des tiers-lieux actifs en Erasmus adulte. Le programme offre des opportunités de financement pour des activités de formation qui sont très intéressantes. En tout cas, ils sont intéressés à des collaborations internationales et actifs en Erasmus. Donc voilà, est-ce qu'il y a des tiers-lieux actifs en Erasmus adulte? Du réseau actif. Pas forcément. Pas à ma connaissance. Comment? Ah oui, mais qui est terminé. Oui, effectivement. Les poussières et le Shakiraï autour de moi ont participé effectivement à un programme Erasmus+, projet Looking Up en 2025, c'est ça? Ouais. Donc voilà, là c'était en lien avec l'UFISC. Mais voilà, j'ai pas de connaissance d'autres lieux, mais potentiellement il peut y avoir des intérêts, enfin pour être en partenariat, en coopération sur des projets Erasmus+. Il y a une question aussi qui était adressée à Clément par rapport au projet européen qu'il a évoqué. Oui. Quel est ce projet? Je ne sais pas si, en tout cas, ça évoquait ce qu'on en parlait avec Clémence, que Pleine Commune finance une partie de ce projet. Donc ITI, donc Investissement Territorial Intégré, qui est un programme qu'on répond sur un programme FEDER, qui est justement, j'essaie de le réévoquer, c'est un alliage entre donc à la fois la foncière culturelle La Main, représentée aussi par les lieux de Pokémon, le lieu, le 6B, donc à Saint-Denis, et juste en face, et c'est aussi c'est aussi un enjeu de proximité, ce qui a fait qu'on a monté ce projet ensemble, la SIC, le phare, qui est co-géré aussi par l'association Alage. Et donc effectivement, pour nous, on a déposé ce projet donc, de mémoire en 2022-2023 sur effectivement le numérique, qui nous permettait aussi de pouvoir financer une partie des travaux et de réaménagement autour aussi, donc je l'ai précisé, d'équipements numériques, de pouvoir aussi passer à des logiciels libres, d'avoir un parc informatique et d'équiper nos lieux, mais c'était aussi tout l'enjeu effectivement de rentrer en dialogue avec le territoire et de permettre en fait d'avoir une porte d'entrée effectivement sur ces enjeux-là de fracture numérique, mais de pouvoir en tout cas permettre aux citoyens d'accéder à ces espaces-là, parce qu'on l'a rappelé, effectivement, nos lieux sont quand même sont des lieux qu'on parfois qualifie de refuge, qui ont une porte ouverte en tout cas sur le territoire et qui du coup connaissent aussi, comme font partie d'une économie de proximité, sont les premiers peut-être référents. Il y avait cette question aussi de pouvoir co-construire en fait un espace qui soit accessible physiquement et aujourd'hui on aimerait le déployer sur une plateforme effectivement numérique qui demande qui demandera un diagnostic précis auprès de ses usagers, auprès des lieux et qui devrait embrasser peut-être une question d'ailleurs plus large que culturelle, parce qu'elle touche la question de la mutualisation au sens large. Donc ça peut être des équipements techniques, une mutualisation foncière, ça peut être une mutualisation de projet, et je pense qu'on aura à cœur effectivement de la penser au plus large possible, et c'est la force de ce projet qui a été déposé avec des acteurs qui n'agissent pas dans notre champ professionnel. Merci. Peut-être une autre question pour Clément. Je ne sais pas si vous avez répondu dans le chat, mais on trouvait que c'était intéressant en tout cas de la partager à l'oral. C'est la question à savoir, est-ce que les artistes choisis dans vos projets le sont par le biais d'appels à projets? Comment se fait effectivement le choix en fait, des artistes et les choix artistiques dans les projets que vous portez avec Pleine Commune? Oui, vous m'entendez? Super. Ok.
puisque j'avais amorcé un début de réponse pour la question précédente également, mais Joséphine a été très complète. Effectivement, ITI, c'est des enveloppes fédères en fait, qui sont territorialisées. Donc nous, on impulse ou on accompagne beaucoup de démarches de ce type à l'année, et c'est essentiellement dans un cadre de commande publique. Donc voilà, ce qui nous vaut d'ailleurs souvent des discussions assez âpres avec nos collègues des marchés publics pour intégrer ces méthodologies qui sont parfois encore perçues comme atypiques, mais pour les faire effectivement accepter dans un cadre de commande publique classique. Merci beaucoup. On a un peu fait le tour de toutes les questions, il me semble. Il y avait des demandes de ressources auxquelles on a essayé de répondre dans le chat en direct. On a une question peut-être pour Actif, puisqu'on a encore un petit peu de temps, qui est: avez-vous connaissance d'initiatives de ce type dans le Val-de-Marne ? Dans le Val-de-Marne, c'est le 94. Il y a plusieurs lieux du réseau Actif dans le 94. Alors, bon, tous les lieux du réseau Actif sont assez divers et ont chacun leur propre démarche, mais il y a quand même toujours cette idée que, d'un ancrage territorial très important, de travailler avec une diversité de partenaires et de décloisonner finalement création d'un côté, éducation, transmission de l'autre. C'est des espaces qui sont accessibles aux pratiques amateurs, mais on a une diversité de lieux. Ça va de Nouveau-Gare au Théâtre, qui est un lieu de création, de résidence avec une accessibilité, un accueil aussi justement des pratiques amateurs importants et un certain nombre d'actions d'éducation artistique et culturelle sur le territoire, jusqu'au Crapaud, qui est un lieu beaucoup plus ESS, avec une dimension artistique aussi importante et qui est portée par la ressourcerie du spectacle. Voilà, et on a aussi le Générateur, qui est un lieu de performance. Donc on a une diversité de lieux. Mais en tout cas, dans la charte des lieux dans la charte des valeurs, principes de fonctionnement autour de laquelle se rassemblent les lieux membres du réseau Actif, il y a vraiment cette approche transversale de l'art et de la culture et du soutien à la création et cette dimension aussi territorialisée, on va dire, et de la culture, quoi. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ?
il y a quelques personnes qui assistent dans la salle, donc je me tourne vers la salle avant de peut-être conclure, puisqu'il nous reste effectivement 5 minutes dans le temps imparti. Pour répondre d'ailleurs à 2 questions qui sont dans le chat. Alors, un peu dans le désordre. Est-ce qu'un prisme plus national et ruralité serait ou sera abordé ? Oui, alors en fait, on a fait le choix à travers cette étude de partir de terrain, de réalité territoriale, d'observer effectivement ce qui se passe sur un territoire, d'élargir à une échelle plutôt proche, régionale, maximum régionale, et d'où l'implication des réseaux territoriaux à l'échelle des régions. Et donc, on a 5 terrains puisqu'on a 5 webinaires. Donc, l'approche, elle est plutôt territoriale. Il y aura une montée en généralité à travers des fiches synthétiques de l'ensemble de ces 5 webinaires. Mais il n'y aura pas une montée en généralité sur un prisme national puisque ces pratiques sont toutes diverses en fonction de leur ancrage territorial et qu'il était un peu complexe de faire une étude avec une mise en perspective nationale, en tout cas dans le temps imparti, sur cette première étape. Disons qu'on peut considérer que c'est une première étape avant un travail plus global au niveau national. En tout cas, le sujet de la ruralité sera abordé puisqu'on a 2 territoires en ruralité, donc 2 webinaires qui seront vraiment sur des projets en ruralité. Ça me permet de revenir, et on va vous le remettre dans le chat sur les prochains rendez-vous. Donc, on a des rendez-vous un peu récurrents. On a essayé tous les mardis après-midi, sauf un qui est un lundi, exception. Donc, mardi prochain, ce sera à Toulouse. Mais je vais te laisser, Jules, en fait, peut-être faire le détail. Je vais... Oui, merci. Vous l'avez affiché aussi. Donc, mardi prochain à Toulouse, des quartiers populaires à la participation des habitants. Le tiers-lieu au prisme des droits culturels. Ce sera donc au sein du projet Si ma cantine m'était comptée. On évoquera le sujet de l'expression des droits culturels, mais plus largement, ça fera le lien aussi entre art et société avec des questions autour de l'alimentation durable sur ce territoire. Ce sera beaucoup plus large. Le webinaire numéro 3 sera en ruralité, au Galpon, à Tournu, en Bourgogne-Franche-Comté. Un espace-temps particulier pour articuler art et société. Le 4e sera en Centre-Val-de-Loire, en ruralité également, œuvrer en habitant avec le Cheptel Alikoum comme lieu d'ancrage sur le sujet plutôt du lien avec la création artistique et le lien entre et les arts du cirque, et entre la création artistique, le territoire, la participation aussi des habitants dans le cadre de ce projet-là. Et le dernier sera à Bordeaux. Il fera le lien entre tiers-lieu et institutions culturelles. Quel processus pour de nouvelles pratiques au sein du jardin secret de la scène nationale de Carré-Colonne. Difficile d'en dire plus. Sauf la situation territoriale de ce dernier lieu qui est exactement au pli entre le périurbain et le rural. À l'endroit, au seuil, sur ce seuil-là. Voilà, pour préciser les territorialités. Et dire d'ailleurs que cet ensemble de 5 terrains a néanmoins été pensé pour non pas être exhaustif, mais bien caractériser un ensemble de réalités territoriales, sociales, de pratiques artistiques et de fonctions, diffusion, production, création, de manière à avoir un ensemble qui, même s'il n'est pas donc exhaustif, est caractérisé. Donc, si on met l'ensemble de ces terrains ensemble, on a un paysage qui traite beaucoup d'aspects, pas tous bien sûr, mais beaucoup d'aspects en tout cas, et notamment ces différentes situations territoriales des lieux. Tout ça sera synthétisé dans le cadre de 5 qu'on a appelé fiches, fiches outils, qui vont documenter à partir de ces terrains ces pratiques. Vous retrouverez les ressources, les contacts, puisqu'il nous a été demandé effectivement les contacts des intervenants. Donc ce sera aussi au sein de ces fiches outils qui vous seront diffusés puisque vous êtes tous inscrits à ces webinaires et puis qui seront de toute façon par ailleurs accessibles à tous et toutes. Plutôt sur un horizon avril-mai sur les fiches outils.